La Race Across Belgium, c'était du 9 au 10 mai 2025. Je termine les 560 km en 33h53, ce qui me met à la 60e position du général sur 95 personnes classées. La course a connu 30 abandons. Mais plus que le classement final, car il y aura toujours plus fort que vous, laissez-moi vous parler de cette aventure. Ses difficultés insoupçonnées, ses moments de réconfort et la manière dont elle met votre corps et votre matériel à rude épreuve. On joue à le bout là-bas. Encore 1 heure. Non, pas tard, que Copenberg. Ah. When does the show start? When does it all get moving? I feel something in the air. I don't know what I'm doing, though the shapes are familiar in the shadows of quiet rooms. I don't feel like I'm really there. Wait for me, I'll be there soon. La Belgique, c'est le plat pays. La difficulté des parcours, rien à voir avec nos mythiques cols alpins. Eh bien, détrompez-vous. Derrière la beauté de ces images se cachent des difficultés insoupçonnées. La première, et l'une des plus usantes pour moi, aura été le vent de face. Ce n'est pas quelque chose que les organisateurs peuvent contrôler, mais nous avons eu environ 295 km de vent de face, soufflant à des vitesses suffisantes pour vous émosser le moral. Le pire aura été sur les parties plates, notamment le deuxième jour, sur un long bout, le long de la Lys, en particulier du kilomètre 414 au 442. Rien pour vous protéger des bourrasques, une position sur les prolongateurs qui devient inconfortable, une patience qui s'émousse, les kilomètres qui restent figés sur le Garmin, là où vous vous seriez imaginé rouler à 35 km/h si le vent ne soufflait pas et que vous n'aviez pas 400 km dans les jambes. La Belgique, c'est aussi les Flandres. Plus encore que rouler sur les pavés de Roubaix, en majorité plats, passer par ces endroits mythiques vous fait réaliser le niveau d'effort physique et de maîtrise technique des pros, hommes et femmes qui montent en puissance sur le vélo, des côtes à 25% avec une surface de pavés défoncés, inégaux, manquants, glissants. Des moments où j'ai parfois dû me résoudre à marcher, où j'ai parfois décidé de marcher pour conserver mon énergie en avançant à 3 km/h au lieu de la gaspiller à 5 ou 6 km/h sur le vélo. Tiers de oui, je marche. Parce qu'en fait, les gens qui montent à vélo, ils vont pas beaucoup plus vite que moi. Ils sont tout essoufflés. Alors que moi, je marche. Aucun honneur. Alors autant j'aurais monté le Paterberg sur le vélo, autant le Koppenberg, j'arrive même pas à marcher devant. C'est pas cool ça. Hein. Après presque 500 km, tellement dur. Pourquoi on fait ça? Je savais que j'allais réfléchir sur ma vie, c'était obligé. Je veux dire, en plus j'ai mis des chaussures de gravel. J'ai mis des chaussures de gravel. Et pourtant, glisse quand même. C'est horrible. On joue à le bout là-bas. Encore 1 heure. Non, pas tard, que Copenberg. Puisqu'on évoque les Flandres, attention justement à cette fin de parcours. J'ignore pourquoi, mais les organisateurs nous réservaient la boucle la plus longue, technique et cassante pour la fin. Ne pas sous-estimer sa difficulté pour le corps, le mental, le matériel. Ne pas partir trop vite, ne surtout pas penser que l'on va terminer rapidement. Être patient, se conditionner, un coup de pédale après l'autre. Les efforts dans les bergs flandriens sont très différents de ceux auxquels je suis habitué ici en Suisse. Finalement, cette race-cross présente le même dénivelé que 2 grands cols et quelques collines. Mais dans les bergs, les montées sont très difficiles et les descentes sont très cassantes.
Il y a eu de la casse. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà que j'aurais potentiellement pu perdre une bonne partie des images tournées durant la course. Je vous en parle tout à l'heure. Mais puisqu'on parle du tracé et du profil, je tiens à relever que nous avons vu absolument tous les monuments et lieux immanquables de la région. Je suis content d'avoir passé tous ces bergs mythiques, d'avoir découvert cette architecture, même si la découverte nous a coûté des détours, parfois nombreux, en lieu et place d'une ligne droite vers l'arrivée. Cela donne envie de revenir, de prendre le temps. Le parcours a été tracé en immense majorité sur des routes avec très peu de voitures et dans de nombreuses Fietszonen, des zones où le vélo est roi, où le vélo est quasiment seul. Merci pour ce travail. Tracer un tel parcours doit être une tâche monumentale. En contraste avec cette difficulté, j'aimerais vous parler du confort de la base de vie. Un endroit rassurant, rempli de bénévoles qui veillent sur vous, prennent des nouvelles, vous conseillent, vous nourrissent même. Un endroit pour se ressourcer, manger, discuter, retrouver de l'énergie, dormir dans un confort largement acceptable. Et si ce n'est pas le jour, un endroit pour arrêter l'aventure pour cette fois et abandonner sans être perdu dans une campagne inconnue. Moi, je suis arrivé à la fin de la première boucle un peu avant 21h, sans avoir fait de vraie pause, 230 km. J'ai mangé, j'ai discuté avec Gaëtan, que je salue au passage, car les discussions et échanges avec lui ont été une bouffée d'air dans cette course. J'ai échangé avec d'autres participants, quelques mots, une astuce, une anecdote, un encouragement. D'ailleurs Gaëtan, bonne chance pour ton 2500 km. J'ai fait le choix de prendre mon temps, m'installer pour dormir quelques heures, prendre le temps de bien me préparer avant de repartir, bref, prendre soin, sans trop penser au classement. J'aurais finalement dormi de 22h30 à 1h15 en me réveillant de manière naturelle. Cette stratégie n'a pas été si mauvaise apparemment. J'étais 52e à la fin de la première boucle et on me repointe 70e au kilomètre 350. Mais je remonte 10 places ensuite. Si j'avais économisé 1 heure de pause, j'aurais en théorie, et toutes choses égales par ailleurs, uniquement gagné 6 à 7 places. Mais allez savoir si j'aurais été aussi reposé et j'aurais aussi raté de très jolis moments humains. Puisqu'on parle des humains et des Belges, sur mon chemin, j'ai aussi rencontré plusieurs passants à vélo qui ont fait un bout de route avec moi pour discuter, prendre des nouvelles. Nous avons eu des gens qui nous encourageaient au bord de la route, des voitures qui faisaient demi-tour, carrément pour nous féliciter. La Belgique est un pays de vélo, un vrai, et les gens, comme je l'ai déjà constaté à de nombreuses reprises, sont adorables. Dans la descente du mur de Huy, le premier jour, le socle en plastique de l'Insta360, la caméra d'action que j'avais attachée à mes prolongateurs, a cassé, net. La caméra s'est détachée, a rebondi, s'est encastrée dans un pare-choc de voiture qui venait en face, l'écran s'est séparé et une autre voiture a roulé dessus. J'ai bien pensé avoir perdu ces images, c'était sans compter sur la solidité incroyable de cet appareil. Je suis surtout content qu'aucun accident plus sérieux ne soit arrivé. Dans ma sacoche avant en Cyclite Aeropack, j'avais prévu une réserve d'eau sous forme d'une ancienne poche de Camelback de Decathlon. Eh bien, elle s'est trouée, créant une piscine dans le sac, ce qui a au passage détrempé mes mitaines et empêché de les utiliser le lendemain. Mes mains auraient bien accueilli ce confort supplémentaire. Je pense maintenant me procurer la poche officielle Cyclite qui sera pour sûr plus solide. Félicitations d'ailleurs à mon powerbank qui se trouvait dans l'eau dans cette sacoche et qui aura quand même tenu le coup et ensuite rechargé mes lumières et mon téléphone. Après 150 km et un secteur pavé, un craquement assez important s'est développé dans mon pédalier. Ce petit craquement de pédale là, je sais pas d'où il vient. Je vais essayer de mettre un peu de chain lube sur ma cale. On verra si ça marche. Voilà, hop, squirt. On va aussi en mettre sur la pédale, sur la surface de contact. Voyons voir un peu comme ça. Voilà. C'est de l'ultra, hein, les gars et les filles. J'espère que ça va marcher, c'est un peu relou, ce petit craquement chelou. Ce craquement chelou est un peu relou. Bon, comme dirait Ben Mazué. Qu'est-ce qu'il dirait Ben Mazué? Il dirait, attends-moi le monde, j'arrive. Chaussures, pédales, manivelles, roulement, allez savoir. Je n'aurais pas trouvé la solution en route et j'aurais fait toute la fin de parcours avec ce petit bruit, si on peut considérer que 400 km c'est une fin de parcours. Du point de vue du pont de prolongateur maison, aucun souci. J'avais fabriqué une nouvelle version, placée plus en avant sur les prolongateurs pour mieux équilibrer la lampe et en ajoutant d'épais morceaux de chambre à air au point de fixation. Morceaux de butyl qui auront parfaitement fait leur office de protéger le matériel tout en créant une fonction d'amortissement des chocs.
Les pneus de 35 mm des Continental GP5000 ASTR avec gonflage bas ont très bien amorti les chocs. Je ne sais pas si j'aurais fini aussi bien avec des sections plus faibles. Si vous vous lancez et que votre vélo le permet, je vous conseillerais de faire de même ou d'avoir au moins des sections de 32 mm. Les routes belges sont cassantes et les pavés et parties techniques sont très exigeantes pour le matériel. Je parle de plaques en béton qui se succèdent en lieu et place d'une asphalte lisse. Je vous parle de trous en plein milieu de la chaussée, dans les descentes. Je vous parle de nombreux pavés manquants, créant des cicatrices béantes dans le sol. De plus, une grande partie de cette Race Across Belgium, en tout cas pour cette année, s'est déroulée sur du gravier. Dans ces conditions, l'Axom 3 GTO Ultra était parfait. Je vous renvoie vers mes vidéos précédentes si vous souhaitez des détails sur sa préparation technique. Le monoplateau était aussi un excellent choix par sa simplicité technique et l'absence de réflexion à avoir quant au changement de vitesse, surtout avec la fatigue. Un bouton pour plus difficile, un bouton pour plus facile. Et enfin, les sacoches Cyclite ont été irréprochables. Tenue parfaite, carcasse rigide pour ne pas s'élargir lorsqu'elles sont chargées et remplies, et ce malgré un poids plume. Je me suis d'ailleurs décidé à partir tout de même avec le saddlebag, notamment pour y ranger ma doudoune durant la journée. Il faisait 4 degrés à mon départ le deuxième jour vers 2h30. Je ne changerai du point de vue des bagages absolument rien à cette configuration. Et enfin, moi, comment je me sens ? Eh bien, il y a quelques années, faire 100 km me semblait beaucoup. 200, quasi inatteignable. Alors ne parlons pas de 560. Je finis dans le milieu du classement d'une course qui aura compté 25% d'abandon. Des chutes, de la grosse casse. Il y a eu des ambulances dans la nuit. J'ai tout évité. Je suis content de ma préparation, plutôt instinctive. Du long, du volume, mais pas d'accumulation de fatigue et une grande pause de 5 ou 6 jours avant l'événement. Je suis arrivé frais sur la course, j'ai beaucoup mangé de glucides les jours précédents, mon système digestif était calme, je ne pense pas qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Est-ce que j'ai ressenti des inconforts après la course ? Eh bien, aucun souci de selle à relever, et ça c'est assez important de le spécifier. Grâce à une selle Italia Boost SLR, de la pâte à sauce et un bon cuissard, c'est un Origin Cargo en taille L, eh bien tout est très bien allé. À la réflexion, peut-être que je le reprendrai en XL pour qu'il soit un peu plus long, mais il a parfaitement fonctionné malgré tout. Les poches cargo latérales sont merveilleuses pour y stocker vos déchets, transporter de la nutrition, votre téléphone, etc. Mes mains, certes, étaient fatiguées. Comme je vous le disais, je n'ai pas pu profiter de l'amortissement de mes mitaines mouillées et inutilisables. On se rappelle du trou dans la poche à eau et de la petite piscine dans ma sacoche Cyclite. Les épaules et la nuque fatiguées, mais bon, est-ce que ce n'est pas normal après 560 km sur des routes inégales, du gravier, des pavés, des trous ? La douleur la plus forte pour moi s'est déclenchée sur le haut du pied droit et à l'avant du tibia, mais aura disparu en 3 jours environ. J'aurais juste dû probablement rouler chaussures desserrées, mais il est vrai que je boitais quand même pas mal à l'arrivée. Enfin, une petite douleur sur le muscle vaste latéral gauche s'est à nouveau déclenchée, mais rien d'ingérable. Je la connais, cette douleur. C'est le résultat d'une chute en 2022 et j'arrive à la réduire au fur et à mesure du temps avec des étirements, des massages. Et côté moral, eh bien, débloquer 500 km, c'est un grand truc. Je suis très content de moi, du point de vue conscient comme inconscient. Mon système digestif, par exemple, ne m'a jamais fait défaut, malgré les efforts prolongés, la nutrition irrégulière, variée, sucrée, salée, grasse, les secousses, la position sur le vélo, la fatigue. Je suis très content d'avoir eu la patience de finir. Je suis content d'avoir si bien préparé à mon échelle de cycliste, juste dans la moyenne, cet événement. Content des capacités de cycliste que je suis devenu. Je ne pense pas que je chercherai une distance supplémentaire en course un jour. C'est de la souffrance que je n'ai pas envie de m'infliger. Je vais maintenant profiter de faire du vélo pour le plaisir, m'inscrire spontanément à des événements qui me feraient envie, sans grande préparation, et profiter. Me dire que 200 km sont maintenant une formalité, accompagner des gens dans leurs premiers 200 ou 300. Et pourquoi pas un événement du type Last Man Riding avec un vélo dynamique et léger. Si cela vous rend curieux, je vous mets le lien en description. On verra, rien n'est pressé, rien n'est obligé. En tout cas, tous mes remerciements à Origin, Cyclite et Race Across qui auront rendu cette aventure possible. On se revoit bientôt. Merci à mes amis pour leur soutien, leurs mots positifs, leur prise de nouvelles, même si c'est souvent très difficile de répondre en roulant, surtout avec la fatigue qui s'accumule. Merci surtout à Marie pour ton soutien, avant, pendant, après, et félicitations pour ta gestion impeccable de ton premier 100 km en gravel.
Quant à vous, pensez à vous abonner, c'est important, ça aide la chaîne. Pensez à partager vos réactions et vos retours d'expérience dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.